Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Rony Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue dans une gazette du Mercato, la toute première de l'édition estivale du Mercato 2020-2021. Et pour parler de ces premiers transferts et de ces premières rumeurs qui agitent le Mercato de l'AS Monaco, Adrien sera là avec moi. Bonsoir Adrien. Salut Damien, salut à tous. Voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu traîné à sortir du confinement, mais me voilà, un petit peu à l'image d'un Pellegrini sur l'infirmerie, puis je réapparais pour l'intersaison. On place des espoirs en moi. Est-ce que je vais réussir à les confirmer cette saison? On verra ce que l'avenir nous réserve. Tu es sur le retour. Après, la question, c'est de savoir jusqu'à quand. Hein. Exactement. Alors, du coup, on va parler un petit peu de ce mercato, de ces rumeurs, parce que les officialisations, on n'en a pas eu beaucoup. Adrien, on va pas parler, puisqu'on les avait aussi mentionnés dans le mercato, dans l'émission bilan et un petit peu aussi dans l'émission du CM d'Actu, Moreno, Mitchell, tout ça. Beaucoup de joueurs ont été libérés. On en a parlé. Endoram a été vendu aussi. Romain Fèvre à Brest, qui rejoint Diallo et Cardona. Donc, on peut, je pense, directement passer à la suite, à moins que tu aies quelque chose à ajouter là-dessus éventuellement. Que des mouvements nationaux, quoi. Enfin, à l'échelle du pays. Il n'y a pas eu de départ vers d'autres pays, puisque mercato assez atypique, singulier, hein, comme on va l'évoquer maintenant. Ouais. Et mercato, du coup, surtout fermé. Ouais. Depuis le 9 juillet, en fait, la France a voulu prendre d'avance. Donc le cas de la France est évidemment un cas assez singulier en Europe depuis quelques mois, avec aussi l'arrêt définitif des compétitions sportives, de toute compétition sportive, et la France a voulu en plus essayer d'avancer un petit peu le mercato, sauf que l'UEFA n'a pas forcément entendu la chose de cette oreille. Ouais, j'ai l'impression, on est un peu à l'image des Anglais, on va dire historiquement, c'est-à-dire qu'on veut pas faire comme les autres. On a décidé de faire à notre manière, on est les seuls à avoir fait ça. D'ailleurs, à mon grand regret, j'aurais aimé que la saison se poursuive, même si le fait de ne pas voir la SM toutes les semaines, au final, je me suis plutôt bien porté. Mais je suis quand même assez attristé finalement que cette saison soit arrêtée de la sorte, et surtout que Marseille et Rennes soient en Ligue des Champions. Je crois que c'est vraiment ce qui m'attriste le plus. Au-delà de ça, ce qu'il faut expliquer, c'est que tu l'as dit, le mercato est fermé puisque la France a voulu faire différemment, ce qui fait qu'on est totalement bloqué. Ça gèle vraiment le mercato et surtout les finances des clubs. On dit que c'est un mercato qui est peu agité, mais effectivement, puisqu'on est le seul championnat à s'être arrêté. La Bundesliga, c'est fini, mais l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, ils sont toujours en cours de saison, et donc forcément leur mercato n'a pas démarré. Donc c'est un mercato franco-français, à 100%. Et on le sait très bien que la Ligue 1, c'est un championnat qui est vraiment, en tout cas, les recettes, les bénéfices, on est un championnat qui est là pour faire émerger des jeunes talents, les former, mais surtout ensuite bien les vendre. C'est un championnat de vente tout simplement, pour ensuite racheter. La plupart des clubs sont dépendants des ventes pour ensuite avoir une petite marge de manœuvre sur le marché des transferts. Il y a un cas à part, c'est Paris, mais je veux pas parler de celui-ci, je veux parler de Nice, qui finalement est peut-être le club le plus actif en ce moment à l'échelle du pays, mais parce qu'il y a un nouvel investisseur, il y a beaucoup de sous. Faut se rappeler de Lille de Gérard Lopez, quand il est arrivé aussi, c'était pareil, il y a eu beaucoup d'arrivées. Donc pour moi c'est logique, et tous les autres clubs sont à la ramasse.
sont un petit peu dépendants, des gros montants que peuvent dépenser les clubs étrangers et non pas les clubs français. Donc voilà, on a eu que des mouvements internes, des mouvements de Ligue 2 à Ligue 1, des Garbage à Lorient, des trucs comme ça, quoi. Et au final, ce mercato ouvert plus tôt, puisque la France l'a ouvert dès le début du mois de juin, qui était pour aussi faciliter un petit peu la clôture des exercices comptables des clubs, est-ce qu'il risque pas de nous peser parce que l'UEFA a voulu que la France ferme son mercato, puisque un mercato ne peut pas durer plus de 12 semaines, et comme la date de clôture pour tous les clubs en Europe, enfin pour toutes les associations en Europe, est au 5 octobre, la France est obligée de le fermer pour le réouvrir ensuite. On estime cette réouverture entre le 10 et le 15 août, pour un championnat qui plus est, qui va commencer le 23, le week-end du 23, donc ce qui est extrêmement tard, ne serait-ce que, même si on peut signer des contrats, ou en tout cas les négocier, le joueur doit rejoindre son équipe, il doit s'acclimater à son nouveau club, à ses nouveaux coéquipiers. Il y a des matchs de préparation qui sont quand même faits entre-temps, notamment un cette semaine contre le Cercle Bruges. Donc voilà, c'est tout ça, c'est un temps perdu considérable. Et finalement, j'ai envie de dire, le risque, est-ce que ce serait pas que la France se retrouve larguée, parce que tu parlais de ces grosses sommes, si jamais les clubs, par un mercato fermé, décident de se rabattre sur d'autres pistes ailleurs qu'en France, finalement, est-ce que ça risque pas d'être un manque à gagner aussi pour les clubs français, quoi? Pour moi, ce serait tout simplement mérité. Non, vous allez dire, j'ai peut-être une mentalité de connard. Alors oui, je vous le dis tout de suite, je suis un connard déjà de base, mais ce n'est que justice. Voilà, il fallait reprendre et on n'aurait pas été dans ce cas. Donc pour moi, je dis presque tant mieux, voilà, finalement. Mais ceci étant, il faut quand même expliquer que les tractations peuvent se poursuivre, les officialisations aussi. Il y a juste un petit flou en termes juridiques, à savoir est-ce que la personne, donc le nouveau venu, peut participer au match non officiel. Pour moi, de pré-saison, j'ai envie de dire oui. Ce qui est sûr, c'est que les matchs officiels, il ne pourra pas y participer. Et nous, ça tombe bien, on n'en a aucun. Donc, mais de toute façon, il pourra y participer, puisque le mercato reprendra avant quand même le retour des matchs officiels, notamment en France. Maintenant, là, il y a un doute, c'est sur les entraînements, la possibilité aux joueurs de participer aux entraînements avec son nouveau club et même aux matchs de pré-saison, dans la mesure où peut-être le flou juridique ne protège pas le joueur en question sur peut-être une potentielle blessure ou une fin de contrat, ou si le contrat n'est pas homologué par le certificat international de transfert. Il peut y avoir une petite procédure qui puisse être un peu problématique et ne pas totalement valider un transfert. Donc prudence et pincettes. En tout cas, tu l'as dit, ça négocie, ça continue de négocier. Maintenant, à Monaco, ça ne négocie pas beaucoup. Ça négocie beaucoup, indirectement. Mais ça conclut pas beaucoup. Ouais. Ou peut-être pas spécialement pour Monaco, mais bon, il y a quand même, on a quand même quelques petites rumeurs, ouais. Voilà. Donc on va en parler. Avant de parler des rumeurs, je te propose, Adrien, de revenir sur l'officialisation, la seule qu'on ait eue récemment, avec le départ en prêt de Benjamin Henrichs à Leipzig. Ouais, ça y est, le jeune espoir, quand il était arrivé avec du haut de ses 21 ans en provenance du Bayer Leverkusen, 2 ans après, 2 années totalement insignifiantes, il part. Je pense que c'était le bon move à la fois, je pense, pour le club et pour lui, parce qu'il commençait à stagner, à s'enliser totalement. Et puis même le fait de le repositionner tactiquement, c'était plus avec Jardim, qui adore ça, de mettre par exemple des latéraux au milieu. On le savait, très polyvalent, c'était une de ses forces. À gauche, à droite, il peut jouer sur les deux ailes en tant que latéral, et du coup Jardim l'avait lancé en tant que 6 la saison dernière. Contre Lyon, ouais. Ouais, c'est même la pré-saison, il avait commencé de la sorte. Bon, écoute, c'était pas un franc succès. Donc prêté au Red Bull Leipzig, avec option d'achat évaluée autour des 12 millions. Ouais. Mais il me semble qu'il y a quand même un prêt payant, comme on a toujours fait là avec les CDB. Je crois que c'est à peu près la même histoire.
Je vois ses stats, 44 matchs, 1 but. Le but, je m'en souviens très bien. C'était le Monaco-Dijon. Thierry Henry coach. 2-2 et il marque sur un centre de Barreca. Voilà. C'était important à notifier. Non, mais tu fais bien de nous en parler parce qu'effectivement, je crois que beaucoup de monde a oublié Barreca, sauf qui est toujours au club. Cédric, je crois, dans les commentaires du Fantasy Mercato qui mettait Barreca en doublure, je crois. Si je dis pas de bêtises. Comme quoi, donc quelqu'un s'en souvenait encore. Ouais, donc voilà, cette officialisation, tu l'as dit, 2 années assez insignifiantes. Plutôt satisfait pour ma part de le voir partir. La question que je me pose, c'est l'influence de Mitchell dans ce transfert, puisqu'il vient du groupe Red Bull dans lequel il dessinait les stratégies et notamment aussi au Red Bull Leipzig. Donc quelle est l'importance de Mitchell dans ce mouvement? Est-ce que c'est lui qui avait lancé la piste avant de rejoindre Monaco? Est-ce que il a avalisé le départ en se disant tiens, on les a bien niqués? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, c'est que l'Allemagne était le point de chute, puisque d'une part, il a pas, c'est-à-dire que personne n'a pu le remarquer à Monaco. Donc il y a que l'Allemagne qui peut à la fois venir vers lui et dans le sens inverse, ça marche aussi du joueur vers le pays, puisque souvenez-vous aussi l'année dernière, il y avait déjà des rumeurs de départ. Au bout seulement d'une année, on parlait du Bayern Munich. Bon, c'était plus en tant que doublure, je pense. Quoique Pavard, tu me diras. Bref, c'est quand même assez bizarre la gestion de ce joueur. Pour lui, voilà, je pense que l'Allemagne c'était couru d'avance. Il y retourne. On verra ce que ça fait d'être dans un collectif un peu huilé avec du beau jeu. Est-ce que lui, finalement, est-ce qu'il sera performant? Est-ce qu'il va montrer son vrai visage? Voilà, c'est la question qu'on se posera. On regardera d'un œil, un peu comme on a regardé d'un œil Tillman Leicester, par exemple. Mais bon, il y avait quand même avec Everton. Mais il y avait quand même moins d'espoir dans Henriks, même si on avait quand même déboursé entre 20 et 25 millions pour le choper. C'était quand même assez cher pour un latéral. Ah ouais, au final, c'est 50% de perte sur le prix, quoi. Donc la cote, elle chute quand même très vite, quoi. Exactement. Avec une saison catastrophique et une atypique. Ouais. Elle était pas très bonne non plus. Oui, d'un point de vue personnel, oui. Global sur les 2 saisons, mais oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est la seule officialisation qu'on a à se mettre sous la dent pour le moment, puisqu'on a parlé, tu l'as dit en préambule, tu as parlé des quelques mouvements dont on avait déjà évoqué lors de l'émission bilan. Principalement libérés. Ouais. Pour le reste, c'est un mercato qui prend beaucoup de temps, on pourrait même dire, Adrien, qui traîne. Puisque les nombreux dossiers auxquels on va s'attarder maintenant, ce sont des dossiers dont on parle depuis maintenant 3 semaines, plusieurs semaines, voilà, c'est ça, et sans que rien ne vienne, en tout cas qui ne débouche sur rien, notamment surtout dans l'idée de transfert, et en tout cas dans l'idée de justement valider ces transferts avant cette coupure de mercato. On a notamment le départ programmé et inéluctable, je pense, de Kamil Glik, le rock qui, au fil des années, depuis son arrivée, maintenant s'effrite un peu plus à chaque fois. Les négociations, Adrien, se passent du côté de la Serie A. Tu parlais d'Henriks dont l'histoire était forcément liée à l'Allemagne. Pour Glik, c'est la même chose. Son histoire personnelle, elle est aussi très liée à l'Italie, le pays qu'il aime aussi. Depuis et là, son passage au Torino. Exact. Et le club en question, c'est Benevento, l'ex-club de Čech Diabaté. Et donc, il me semble, ils sont promus. Ils vont remonter en Serie A. Mais là encore, c'est ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire que vu que les championnats ne sont pas terminés, là c'est un peu différent, mais forcément ça traîne, c'est quasi gelé, il y a aucune avancée, pourtant tout le monde semble d'accord, les 2 clubs, le joueur, les 2 clubs je pense que c'est surtout entre les 2 clubs que c'est pas encore vraiment franchement on parle de 3 millions, si c'est 2 millions 5 ou après c'est peut-être sur la question du salaire, est-ce que Monaco doit continuer à payer une partie parce qu'ils le vendent, non? Il y a souvent des primes. En tout cas, le joueur peut demander ça, mais bon. Pour son départ.
Pour l'instant, Mais effectivement, ouais. Pour l'instant, on est toujours dans l'expectative. Le joueur, lui, en tout cas, après 4 saisons passées au club, il est âgé de 32 ans maintenant. Si on retient les stats, c'est 167 matchs sous les couleurs rouge et blanche et pour 14 buts. Alors les 14 buts, je pense qu'ils ont surtout été inscrits durant ces 2 premières saisons, parce qu'après c'était panne sèche. Mais tu l'as dit, on a toujours parlé d'un cadre, du patron de la défense, mais quand même de moins en moins, on va dire, irréprochable. Ouais. Après, si je dois retenir un gros match cette saison, c'est le 3-3 au Parc, où là j'avais trouvé un Glick quand même très très costaud dans les duels. Ouais. On l'a eu par bribes en fait. Mais il y a eu du mieux avec Moreno, mais je pense que c'est vrai que aussi pareil, peut-être à 32 ans, je pense qu'il y a peut-être l'envie de renouveler finalement, de se dire que il est plus au même niveau clairement. De toute façon, il a plus jamais été au niveau de la saison du titre, mais comme beaucoup. Hein. Clairement, son niveau a beaucoup chuté quand même depuis. Même s'il y a eu une période de mieux, je pense qu'on se dit bon, il a quand même 32 ans maintenant et c'est pas utile. Enfin, je pense pas qu'on compte dessus vraiment maintenant pour rehausser le niveau. Ouais. Non, c'est très loin de Ricardo Carvalho quand même à tous les niveaux quoi. Enfin, en termes pas la même carrière non plus quoi. Mais oui, donc voilà, je pense que c'est ça. Et puis bon, l'idée c'est qu'on puisse se faire un petit billet de sucre finalement quoi. Encore une fois. Mais le renouvellement à mon avis me semble être le maître mot dans ce dossier, je pense, qui fait qu'on se débarrasserait du coup de Kamil Glick. Ouais. Donc le dénouement qui tarde, mais voilà, on va sans doute attendre un petit peu la suite dans la semaine suivante pour voir ce qui va se passer. Je pense que voilà, effectivement, le montant devrait tourner autour des 3 millions d'euros et on devrait pouvoir libérer le joueur du club. Du coup, il ne resterait, je crois, plus qu'un seul rescapé de l'épopée du titre. Bon, il y a encore Sidibé qui est sous contrat, mais il resterait plus que Jemerson finalement. Ouais, je pensais pas que et finalement il a réussi à s'accrocher. Ouais. C'est peut-être lui la moule du rocher. Ouais. Lui qu'on annonçait d'ailleurs aussi tout un imbroglio autour de son contrat. Finalement, il lui reste donc bien 1 an, il me semble. Donc, lui aussi, je pense. Ça, finalement, on sait pas trop. Hein. Apparemment, certains nous disent qu'il a re-signé 2 ans. Il avait re-signé 2 ans. Donc, au final, moi, il me semblait qu'effectivement, il était en fin de contrat en juin de cette année. Ouais. En juin 21, parce qu'il avait effectivement re-signé quelques mois plus tôt d'1 an. Mais certains disent qu'il avait signé 2 ans. Alors là où se trouve la vérité, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que dès qu'on aura une offre, à mon avis, il partira. Le problème, c'est que lui, contrairement à Glick, il n'a pas affiché un niveau, un regain de forme sur les derniers mois de compétition, puisqu'il était complètement au placard. Et donc là, c'est plus compliqué après pour trouver un point de chute derrière, parce que j'imagine aussi que niveau salaire, Jemerson ne va pas vouloir faire beaucoup de concessions, je pense. En tout cas, pour remplacer tout ce petit beau monde, on a longtemps parlé de Llorente, qui semble être à un prix un peu abusif. Mais l'autre piste chaude, très abusif même, l'autre piste chaude menait à Axel Disasi, donc le joueur du Stade de Reims, Adrien, très jeune joueur de 22 ans et qui est également en fin de contrat dans 1 an. Ouais, le joueur de Reims qui s'est vraiment révélé cette saison, un Reims qui a quand même des très bonnes stats, enfin en matière de défense, c'est l'une des meilleures du championnat. L'année dernière, c'était pas loin non plus. En tout cas, le profil me plaît. Jeune joueur français. On est en train d'en empiler pas mal. Le recrutement, on le voit qu'il est quand même aussi assez axé sur les joueurs français récemment. C'était une des volontés de Petrov. Ben Yedder, là on a eu Fofana, Chouameni, on parle de Disasi, on allait chercher du Marcelin, enfin bref, il y a quand même pas mal de jeunes, Aguilar c'était français aussi, Lecomte, bref, je trouve qu'il y a quand même une vague de souvent on disait avec Jardim, Campos, c'était vachement portugais. Maintenant on retrouve une consonance véritablement française. Moi le profil me plaît, joueur de Ligue 1, 27 matchs, 1 but, joueur de Ligue 1 on va dire pas confirmé mais avec un bon potentiel qui est très prometteur.
Après, j'aimerais aussi relativiser, c'est-à-dire qu'il joue quand même dans une défense aux côtés d'un joueur qui, selon moi, est un peu sous-coté, c'est Younes Abdelhamid, qui est un rock, qui est très très bon. On n'en parle pas assez. L'ancien joueur de Dijon et qui a signé à Reims, qui a refait la montée avec le club et qui a contribué du coup en tout cas à l'évolution de ce club. Il est avec un gars, presque un pilier, qui lui est un véritable patron. Nous, ce qui nous manque, c'est un patron. Donc il faut voir aussi comment il va gérer si jamais il est amené à rejoindre Monaco. Alors là, qui on va mettre à côté de lui? Est-ce que c'est Maripane qui est pas encore véritablement adapté, en tout cas à la Ligue 1? Est-ce qu'il est capable de s'affirmer en tant que patron? Bon voilà, c'est des choses qui doivent se mettre en place, une petite interrogation, parce qu'une charnière, c'est un duo qui fonctionne. C'est pas juste deux joueurs l'un à côté de l'autre. Voilà, c'est censé être un binôme. Donc voilà, pour relativiser, c'est un bon joueur, mais il a été aussi aidé par son compère. Donc. Ouais, et puis il y avait aussi un bon gardien à Reims, Rajkovic. Ouais. Donc c'est vrai que c'était un ensemble vraiment très solide cette saison, Reims. Donc forcément, tous ces joueurs-là attirent l'œil de clubs un peu plus haut dans la hiérarchie ou d'autres clubs européens. C'est le cas justement de Disasi. Donc plusieurs clubs s'intéressent à lui. On a évidemment Marseille, Rennes, clubs européens, Wolverhampton en Angleterre également cité parmi les prétendants qui aussi, Southampton également, tout à fait. Tous ces clubs-là, donc voilà, il y a un jeu d'enchères aussi, forcément, qui s'est mis en place depuis. On nous parlait beaucoup de la part de la volonté du joueur de jouer l'Europe, ce qui est un souhait tout à fait compréhensible, et ce que ne pourrait pas lui permettre Monaco, justement. Ouais, mais on va dire qu'on a quand même toujours un petit peu ce prestige qui permet de faire pencher la balance des fois en notre faveur. Alors bon, vous me direz Marseille, Marseille c'est public, c'est Vélodrome, c'est aussi en plus il y a la Ligue des Champions, donc c'est encore peut-être plus attrayant pour un joueur. Mais dans une logique toujours de club tremplin, parce qu'on est un club tremplin, et de pas griller les marches trop rapidement, je pense que c'est pas mal. Si le joueur est bien entouré et à la tête aussi sur les épaules et sait ce qu'il veut faire, si ça s'inscrit, je pense que c'est un choix qui s'inscrit bien dans un projet d'évolution. Et pour moi, ça me semble je sais pas, je suis pas du tout dans les tractations, je suis pas un insider, j'ai pas demandé à Hubert de Fontenay des infos là-dessus, mais ouais, j'ai tendance à croire qu'il y a une petite préférence pour Monaco de la part du joueur. Voilà, c'est le feeling, c'est l'instinct, tu vois, c'est le flair. On verra. Tu vas être déçu, je pense. Alors, en tout cas, Reims veut croquer un max, tu l'as dit. Ils veulent monter les enchères. Oui, mais après, une année de contrat, elle se paie très très cher pour un joueur qui, au final, on parle de lui que depuis une saison. Enfin, c'est sa seule vraie saison pleine, quoi, pratiquement. Pleine, hein. Ouais. Bien sûr. Donc voilà, on a annoncé effectivement ces enchères qui montent. Le Disport a même annoncé à un moment donné, alors évidemment c'était le Disport, donc on a tout de suite mis le haut là, mais annoncé un accord à 17 millions d'euros, bonus compris. Et d'ailleurs Mohamed Bouafsi a rapidement démenti, ce qui est quand même un peu plus fiable quand même que le Disport, faut pas se le cacher. Et on apprendrait même, d'après l'équipe, que Monaco aurait finalement offert uniquement 12 millions d'euros. Alors après, peut-être qu'il y avait effectivement des bonus là-dedans, mais que une fois que l'offre a été refusée, aurait jeté l'éponge sur le dossier. Donc, je pense que stand-by, la meilleure des choses, à mon avis, c'est en tout cas de patienter, je pense, que de se précipiter. Pouvoir mieux renégocier, peut-être. Ouais. Voilà. Plutôt que de se précipiter voilà, on n'est pas des pigeons, on a déjà payé, je dirais un mec comme Tchouaméni, voilà, on a payé très cher aussi cet hiver, par exemple. Voilà, je pense on s'est tous rendu compte qu'on se fait un peu douiller quand même si on allonge trop vite. Je pense que Petrov va être prudent. Maintenant, il faut faire attention parce que la dernière fois, il a été prudent. Enfin, il n'a pas voulu trop dépenser d'un coup. Il a mis beaucoup de temps pour négocier et quitte à se retrouver le bec dans l'eau et à ce que le mercato prenne beaucoup de retard. Ouais. Donc voilà, il faudrait pas non plus que on se retrouve dans la même situation que l'an dernier avec à boucler un mercato très tardif. C'est clair.
que la saison va reprendre très vite, quoi. Il lui a fallu du temps pour comprendre un petit peu les rouages d'un mercato. C'était son premier mercato. Et bon, il y a eu le mercato hivernal. Et là, dans maintenant un exercice qui est censé être assimilé, acquis, il se tape un mercato totalement ubuesque. On a dit, on a rappelé le contexte. Donc c'est un peu délicat, ouais. Mais heureusement, il est plus. Il est plus tout seul. Ouais, il est plus seul cette fois. Ouais. Ouais. J'espère qu'il est bien conseillé, bien guidé maintenant par Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif. Voilà, donc ce cas d'Issazi qui est pour l'instant en stand-by, voire peut-être totalement refermé. En tout cas, les défenseurs centraux qui continuent d'agiter tout le panel de rumeurs du club, puisque on peut maintenant évoquer aussi le très jeune joueur de 20 ans néerlandais, Jan Paul van Eyck. Alors pareil, c'est un joueur dont on parle depuis très longtemps, toute proportion gardée, depuis au moins depuis le mois de juin, quoi, en fait. Ouais, très longtemps. Très longtemps. Depuis qu'il est né, en fait. Mais voilà, c'est un joueur qui joue au NAC Breda, qui a fait quelques matchs. Il a pas beaucoup joué, mais on annonce un accord entre les deux clubs. Mais pour l'instant, n'intervient toujours pas l'accord entre joueurs et club, Monaco en l'occurrence. Ouais. Et quel est son. Tu me parles d'un joueur, je suis désolé. Hein, un défenseur central. Défenseur central, ok. Voilà, c'est un droitier. On n'a pas assez des jeunes. Ah, il est droitier. Ouais, il est droitier, ça change un peu. C'est peut-être parce qu'il est droitier, tiens. C'est pour ça. Ça peut être intéressant. Mais non, voilà, c'est vrai que c'est un joueur dont on parle depuis longtemps. Encore une fois, longtemps. Depuis presque le début de ce mercato, c'était très chaud. Et puis, on avait, semble-t-il, essuyé un premier refus du joueur. Notamment, la raison, c'était que Monaco souhaitait le prêter au Cercle Bruges dans la foulée, ce que ne souhaitait pas le joueur. Donc, est-ce que c'est encore quelque chose qui est problématique ? Mais visiblement, les clubs entre eux sont d'accord depuis un long moment. Donc, la négociation peut-être se situerait à ce niveau-là. Et Adrien, du coup, qui plus est, la transition est trouvée pour parler du Cercle Bruges, et notamment de la façon dont on se positionne vis-à-vis de ce club satellite aujourd'hui, et d'un changement, ou en tout cas d'une volonté de faire un peu moins du Cercle une poubelle. Ouais, mais c'était un petit peu nos attentes. On en a parlé il y a de ça très longtemps maintenant. Mais même lors de votre fantasy mercato, et puis Mitchell vient pour ça aussi, vient apporter son expérience, ouais, et clairement apporter un certain suivi, puisque que ce soit finalement Cordon ou Emenalo, on a vraiment l'impression que le partenariat avec Bruges, il n'y avait aucun suivi, qu'il n'y avait aucune logique sportive, qu'on a envoyé des joueurs, on ne sait même pas s'il tirait la courte paille, tiens, ce sera toi. Enfin, il n'y avait pas vraiment de cohérence, on va dire. Et là, il est venu un petit peu finalement cimenter tout ça, vraiment apporter une structure. Et je pense que voilà, il va, du fait de la gestion de la galaxie Red Bull, il va apporter son expérience, ça, on l'a dit, bien évidemment avec l'arrivée de Mitchell, mais forcément c'est aussi l'envoi du coup de joueurs en ce moment peut-être un peu plus confirmés, ou sur lesquels vous aviez des attentes, par exemple, on va parler de la rumeur qui est sortie aujourd'hui concernant Pavlovic, puisque apparemment il pourrait être envoyé au Cercle. Ouais. Donc on cherche quand même à envoyer des joueurs peut-être un peu plus confirmés que des Anzouana, des Johan Etienne, des Tormin, des Mouyumba et Bon Giovanni, même si Bon Giovanni c'est un peu différent, il est belge et tout, donc peut-être que ça pouvait se comprendre, mais bref. Voilà, c'est différent. On parle il y avait aussi une rumeur Moussaba qui a rejoint Monaco, on n'en a pas parlé durant l'officialisation, mais un jeune ailier, oui. Oui, parce qu'effectivement, on en avait parlé lors de l'émission Mitchell et du Fantasy Mercato, puisqu'on l'avait gardé dans nos effectifs. Mais c'est vrai qu'il y a Moussaba qui a signé, et on en parle aussi justement pour rejoindre potentiellement le Cercle Bruges. Après, il faut voir quels sont les joueurs intéressés pour y aller. J'ai l'impression que pas tout le monde n'a très envie d'aller jouer le maintien au niveau du championnat belge. Je suis assez étonné de voir Pavlovic potentiellement rejoindre le Cercle, dans la mesure
il vient du Partizan Belgrade, qui est quand même un club qui a joué l'Europe cette saison. Alors certes, le de renommée, de voilà, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Enfin, il a quand même joué, voilà, il a une quarantaine de matchs cette saison. Il a vraiment une saison pleine pour le coup. Certes, le championnat serbe, bon, c'est peut-être un peu moins renommé que la Belgique, hein, je pense, c'est possible. Mais bon, il jouait l'Europe quand même cette année, et c'est vrai que du coup, je pense que si on lui dit ça risque de lui faire un petit peu drôle au garçon. De se dire qu'il va être prêté en Belgique. Surtout que c'est même pas comme s'il allait pouvoir apprendre la langue, hein, parce que là-bas, c'est flamand. Ouais, quel enfer. Après, je préfère largement qu'un jeune joueur joue en équipe première dans un championnat, on va dire, championnat, on va dire, quand même en Ligue 1, si vous voulez, mais bon, ça, c'est très loin du niveau, mais en moins dans la plus haute des ligues du pays en question. Je préfère qu'il soit là plutôt qu'il tire le banc toute une saison, ou qu'il soit en CFA où les joueurs ça tourne trop, enfin je dirais pas de continuité. Puis bon, il partira peut-être pas tout seul non plus, donc il va retrouver d'autres joueurs, et ça s'inscrit vraiment dans ce que voulaient Petrov et Mitchell, c'est-à-dire ils ont bien dit que les jeunes joueurs à fort potentiel, ils veulent d'abord qu'ils fassent un peu leur classe et qu'ils puissent acquérir de l'expérience avec une saison pleine. Au cercle, ça sert aussi à ça. Il faut pouvoir faire ça, parce que on a parlé d'un effectif pléthorique. On n'a qu'une seule compète, enfin on n'a que le championnat et la coupe. Ouais. Autant vous dire que le turnover, on n'en a pas vraiment besoin, et d'un effectif de 40 joueurs non plus. Hein. Ouais. Donc pour moi c'est important, et pour en venir au mercato, on voit aussi que en fait on s'active plus dans l'optique de renforcer le cercle plutôt que, on va dire qu'on a une vision à long terme toujours, hein, avec les jeunes, mais on recrute dans l'optique de prêter immédiatement au cercle. Là on parle aussi de Franck Kanouté par exemple, le milieu sénégalais de 21 ans qui joue à Pescara cette saison. C'est exactement le même souhait, en tout cas, voilà, d'acheter des jeunes et de le prêter directement. Oui, et qu'ils puissent mieux rire et ensuite rejoindre la SM une fois confirmé. Enfin, mais c'est clair qu'en tout cas, dans ce qu'on voit pour l'instant, on a l'impression qu'on a plus on continue dans cette optique de jeunes joueurs, de recrutement de jeunes joueurs, plutôt que de recruter vraiment les joueurs confirmés, en l'occurrence pour la SM là en ce moment. Ouais. C'est plus ça qu'on voit. Mais voilà, quid aussi de Biancone, puisque j'ai cru voir passer que une deuxième saison au Cercle Bruges serait envisagée pour lui, ce qui pour le coup serait peut-être un peu dommage, ou en tout cas peut-être un peu en contradiction finalement avec ce discours de Petrov qui a été tenu lors de la conférence de presse la semaine dernière, où justement il disait que l'idée c'est que ils doivent s'affirmer au Cercle pour ensuite rejoindre la SM, ce que semble-t-il il l'a fait Biancone cette année, donc ouais, en tout cas lui a l'air d'avoir bien vécu l'expérience, hein. Son passage là-bas, ouais. Voilà, on se souvient des petites vidéos, je me souviens ils étaient allés lui rendre visite aussi, non c'était pas trop mal. Moi je pense que ça lui pose pas de problème d'y retourner, de faire une deuxième saison pour bien confirmer, en espérant qu'elle soit moins galère que la précédente quand même si sont revenus du diable au beau vert, hein. Je pense que ça peut être quand même une bonne option, même si ça va faire chouiner quand même pas mal de nos supporters qui l'ont très haut dans le cœur. Ouais, beaucoup de bianconistas qui vont être déçus, je pense. Los bianconistas. Ouais. Voilà. En tout cas, on verra bien du coup ce qui va advenir. Nous de notre côté, Adrien, on va peut-être pas forcément refaire une gazette mercato dans la foulée, hein, puisque on le rappelle, ce mercato en France aujourd'hui qui est fermé, donc qui n'empêchera pas les négociations, mais peut-être que tout ça va forcément beaucoup ralentir pour le mois à venir. On devrait se revoir du coup entre le 10 et le 15 août quoi, pour la réouverture. Voilà, pour le bilan du mercato fermé. Ouais. Voilà, on fera un bilan de la pause du mercato, et ensuite début octobre on fera un bilan de la deuxième phase du mercato. Ça me semble un beau projet. Voilà. En tout cas, du coup, on vous donnera rendez-vous possiblement donc demain
vendredi, demain soir, pour un débrief du match du Cercle Bruges, à voir si ce match sera retransmis. Normalement, oui. Faudra aussi, voilà, si peut-être sur la page Facebook du Cercle, ce qu'ils avaient fait apparemment sur leur premier match amicaux. Donc voilà, si on arrive de notre côté à s'organiser et à être disponible, bah écoutez, ce sera peut-être l'occasion de faire un premier débrief, histoire de renouer avec l'exercice, puisque ça fait un moment que c'est plus. Ouais. C'est fou, les années passent et j'ai l'impression qu'on doit toujours poser la question au CM, est-ce que c'est retransmis ? C'est fou, hein. Il n'y a pas d'amélioration de ce niveau-là. Non. Et c'est toujours le club adverse qui va communiquer pour nous. C'est toujours la même chanson. C'est pas mal. Et ouais, le débrief, un exercice qui nous manque un peu là. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas exercé. Et ouais, pourquoi pas sur les matchs amicaux. On l'a jamais fait, puisque effectivement, on le réserve pour pour le championnat, pour notre pain quotidien, mais bon, là, force est de constater que ça peut être sympa de se retrouver effectivement pour ce débrief, et on sera peut-être en parallèle sur Discord, donc bon, vous pourrez nous rejoindre, on communiquera là-dessus. Ouais, parce que je pense que à mon avis, les gens vont vraiment attendre avec beaucoup d'impatience ce premier match de préparation, j'imagine. Enfin, c'est le match des retrouvailles, et comme le temps qui s'est écoulé a été plus long que prévu. Puis là, à d'habitude, voilà, je pense qu'il y aura un engouement, je pense. On va pouvoir voir la préparation de Moreno quand même. On attend, avec impatience aussi. Tout à fait. Voilà, bah écoute, je propose, Adrien, qu'on en reste là. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Salut, Tagibunegu. Et bisous.